à tous, chers membres et partenaires. Sachez qu'aujourd'hui, face à la situation inédite et trouble que nous vivons, votre agence reste mobilisée et reste à vos côtés pour vous informer au plus près de l'actualité et pour relayer vos difficultés auprès des élus. Donc, nous sommes à votre écoute et n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons le relais. Nous lançons aujourd'hui notre premier webinaire, donc début d'une série de rendez-vous que nous vous proposons afin de répondre au mieux à vos interrogations par rapport aux mesures prises. Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos partenaires d'avoir accepté d'intervenir pour apporter leur expertise. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Stanislas Laudet de l'Ordre des avocats de Bordeaux pour répondre à vos questions liées au droit du travail. Donc, seront abordés l'arrêt de travail, télétravail obligatoire, droit de retrait, chômage partiel. Vous nous avez transmis aujourd'hui quelques questions. Vous pouvez en live là, nous envoyer des précisions si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Voilà, donc je donne tout de suite la parole à Maître Laudet pour vous informer. Merci. Oui, merci. Bonjour à tous, merci de nous suivre, vous, chefs d'entreprise, qui devez vous poser beaucoup de questions en cette période trouble. Alors, mon rôle aujourd'hui va être de vous aiguiller sur les questions, les problématiques de droit du travail, qu'il s'agisse donc de la question du chômage partiel, du télétravail, mais aussi de la possibilité de prendre, et c'est tout nouveau, d'imposer pour un chef d'entreprise des congés payés à son salarié. Voilà. Donc, ça fait depuis 11 ans que je suis avocat et j'interviens principalement en droit du travail, ce qui est l'objet de ma présence aujourd'hui. Alors, je vous propose pour commencer de répondre déjà aux 4 questions qui m'ont été soumises. Et puis, comme il vous a été indiqué, vous pouvez me poser vos questions en live en matière de droit du travail et je me ferai un plaisir d'y répondre. Sachant que à la fin de mon intervention, je me proposerai aussi, s'il nous reste le temps, de vous donner quelques pistes en matière donc de télétravail, de chômage partiel et de vous informer sur les nouvelles normes, nouvelles dispositions en matière de temps de travail. Alors, première question qui m'a été adressée, cela concerne une personne qui m'indique être en fin de droit à Pôle emploi en avril et qui me demandait s'il y avait un dispositif particulier qui avait été adopté pour ces personnes-là. Alors, la réponse est oui, la réponse est positive puisque nous avons une ordonnance du 25 mars dernier qui nous indique que pour tous les demandeurs d'emploi qui seraient en fin de droit entre une période du 12 mars au 31 juillet 2020, eh bien, il est prévu la prolongation du versement de leur allocation chômage. Alors, vous allez me demander, oui, mais pour combien de temps? Alors, cette question de la durée de la prolongation du versement des allocations chômage a été renvoyée à un arrêté qui doit intervenir. À l'heure où je vous parle, cet arrêté n'a pas été pris. Après, le gouvernement annonce que cette prolongation du versement de l'allocation chômage aurait lieu pendant au moins 1 mois, voire même serait reconduite jusqu'à la fin du confinement. Donc, je dis à cette personne qui s'inquiète de la question de savoir si elle va continuer à percevoir ses allocations chômage alors qu'elle est en fin de droit, qu'elle se tranquillise puisque aujourd'hui, à l'heure où on parle, il est prévu que le dispositif soit prolongé, soit reconduit au moins jusqu'à la fin de la période de confinement. Mais vous l'avez compris, on en saura plus dans les jours qui viennent quand ce fameux arrêté sera pris pour nous préciser la durée de la prolongation de l'aide. Voilà pour cette première question. Il y avait une deuxième question concernant une personne qui nous indique être président d'une société par action simplifiée et qui cumule ce mandat social avec un contrat de travail. Donc, double casquette, dirigeant de société et salarié. Cette personne s'inquiétait de savoir si elle serait bénéficiaire de l'aide prévue par l'État de 1 500 € financée par un fonds de solidarité. Alors, quand on regarde le décret du 30 mars, donc un décret très récent qui date d'hier, qui prévoit les conditions pour bénéficier de ces aides, malheureusement, vous avez un article de ce décret qui exclut du bénéfice de l'aide de 1 500 € les dirigeants majoritaires qui ont un contrat de travail. Donc, malheureusement, pour tous les dirigeants de sociétés qui cumulent ce mandat social avec un contrat de travail, ces personnes-là ne sont pas éligibles, enfin ces entreprises-là ne sont pas éligibles à cette aide de 1 500 €. En revanche, et on le verra plus tard parce qu'il y a une question qui m'a été posée dessus,
les personnes qui sont à la fois dirigeants de société et salariés peuvent bénéficier évidemment du chômage partiel. Il y avait une question concernant donc les conditions pour bénéficier de cette fameuse aide de 1 500 €, donc qui sera débloquée par l'État en application d'un fonds de solidarité. Alors les conditions sont les suivantes. Cette aide de 1 500 € concernera les entreprises qui embauchent au maximum 10 salariés. Hein. Première condition. Entreprises aussi également qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros et un bénéfice qui, lui, est inférieur à 60 000 €. La condition principale pour bénéficier de cette aide, c'est de justifier auprès de l'État d'une baisse de chiffre d'affaires de 70% entre le mois de mars 2019 et le mois de mars 2020. Pas de panique, si l'entreprise a été constituée après mars 2019, eh bien, évidemment, c'est un chiffre d'affaires lissé sur les mois d'exercice qui sera pris en compte. Au-delà des conditions formelles posées par ce décret du 30 mars, moi, j'invite tous les chefs d'entreprise à quand même tenter leur chance, si je puis dire, en déposant cette demande, puisque voilà, vous avez des conditions qui sont posées par le texte qui paraissent assez strictes, assez excluantes dans un première vue, mais il serait dommage en cette période, comment dire, assez exceptionnelle de ne pas tenter sa chance, entre guillemets, auprès des services de l'État, puisque le but du gouvernement affiché est quand même très clair, c'est de sauver et d'aider un maximum d'entreprises. Donc, il ne faut pas anticiper sur une interprétation qui sera extrêmement rigide de la part de l'administration. On peut espérer, on peut gager sur le fait qu'il y aura une interprétation plutôt positive, bienveillante des textes par l'administration, et donc il serait dommage de se censurer en amont et de se priver du bénéfice d'un tel dispositif. Voilà pour cette aide de 1 500 €. Si vous avez d'autres questions là-dessus, j'y répondrai. Et puis, il y avait enfin une question qui concerne donc un dirigeant d'entreprise qui est salarié également, hein, et qui voulait savoir s'il était éligible au chômage partiel. Alors, la réponse est positive sous les réserves suivantes. Il faut que le contrat de travail de ce dirigeant d'entreprise soit bien caractérisé. Je m'explique. Il faut que son existence soit manifeste. Comment considérer qu'un contrat de travail d'un dirigeant d'entreprise est manifeste? Il faut qu'il y ait un véritable lien de subordination entre le dirigeant et son entreprise, première condition. Il faut qu'il y ait une séparation relativement manifeste entre les fonctions techniques de salarié de cette personne-là et ses fonctions de dirigeant. Deuxième condition, donc distinction des fonctions. Et troisième condition, il faut qu'il y ait une rémunération qui soit versée, un salaire qui soit distinct de la rémunération du dirigeant. Sous réserve de la réunion de ces trois conditions cumulatives, le dirigeant de société qui serait salarié a le droit au dispositif du chômage partiel. Donc voilà pour les 4 questions qui m'ont été posées. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant au moment où je vous parle, je me propose de vous renseigner sur le cadre du chômage partiel. Juste avant ça, une petite précision quand même sur la façon dont s'articulent les différents dispositifs mis en place par le gouvernement. Dans l'esprit du chef d'État et du Premier ministre, les différents dispositifs mis en place s'articulent de la manière suivante. Donc, si les entreprises peuvent continuer de fonctionner de manière normale avec des salariés qui se rendent à leur poste de travail pour travailler, pour effectuer leurs prestations de travail, sans que cela ne mette en danger leur santé, eh bien, ce qui est préconisé, ce qui est possible, c'est que le contrat de travail soit exécuté normalement. Donc, solution à prioriser, solution d'abord à mettre en place, c'est est-ce que les salariés peuvent continuer de travailler? S'il n'est pas possible de continuer le travail sur place, évidemment, c'est ce que nous serine le gouvernement depuis 2 semaines, le télétravail doit être mis en place. Donc, solution qui intervient dans un deuxième temps, c'est mise en place du télétravail. Si ce télétravail ne peut pas être mis en place, il y a 2 solutions qui sont à privilégier avant le chômage partiel. C'est le salarié, s'il doit rentrer chez lui pour garder ses enfants, peut bénéficier d'un arrêt de travail spécial pour garde d'enfants. Hein. Les conditions, c'est d'être soit salarié, soit travailleur indépendant, hors profession libérale apparemment, d'avoir un enfant qui doit être gardé à domicile et qui a moins de 16 ans, et pour lequel le télétravail ne peut pas être mis en place. Là, dans ces cas-là, le salarié en question bénéficie
d'un arrêt de travail sans délai de carence qui peut être d'une durée de 21 jours. Si cet arrêt de travail spécifique pour garde d'enfants n'est pas possible, le salarié peut être forcé par son employeur de prendre des congés payés dans la limite de 6 jours. Ça, c'est un dispositif tout nouveau qui a été mis en place pour lutter contre l'épidémie et la crise sanitaire. Par contre, la condition pour mettre en place, pour pouvoir imposer aux salariés de prendre ces congés payés pendant 6 jours, la condition est assez, exigeante, puisqu'il faut qu'il y ait un accord d'entreprise ou un accord collectif, une convention collective ou un accord de branche qui autorise l'employeur à forcer son salarié à poser 6 jours de congés payés. Donc, vous voyez, la condition ne sera pas remplie le plus souvent, puisqu'il faut qu'il y ait ce fameux accord collectif. Si la pose de congé n'est pas possible, alors reste le chômage partiel. Comment mettre en place le chômage partiel? Eh bien, il suffit en fait de faire une demande en ligne auprès de la Directe, c'est l'inspection du travail. Vous avez 30 jours pour faire cette demande à compter du jour où vous mettez en place le chômage partiel. Le dispositif a été allégé. Avant, c'était une demande préalable qu'il fallait faire. Maintenant, vous pouvez mettre en place a priori le chômage partiel et formaliser une demande dans un délai de 30 jours. Le texte qui a été pris pour encadrer ces dispositions prévoit que pour les entreprises qui sont dotées d'un comité social et économique, donc toutes les entreprises qui ont au moins 11 salariés, eh bien, la consultation du comité social et économique doit être transmise au service de l'inspection du travail dans un délai de 2 mois à compter du dépôt de la demande de chômage partiel. Il faut savoir également que là où autrefois l'inspection du travail avait un délai de 15 jours pour répondre, pour autoriser ou refuser cette demande de chômage partiel, aujourd'hui le dispositif est considérablement allégé, puisque si à compter du jour où vous, chef d'entreprise, vous avez déposé votre demande de chômage partiel et que vous n'avez pas reçu de réponse de la part de l'inspection du travail, eh bien, une fois écoulé un délai de 48 heures, eh bien, votre demande de chômage partiel est considérée comme étant tacitement, implicitement acceptée. Voilà. Donc, sur le chômage partiel, on pourra y revenir. Je vois que j'ai plusieurs questions qui apparaissent, donc je vais me proposer d'y répondre. Alors, première question, une question concernant le chômage partiel, justement, nous y voilà. On me demande, on m'indique la situation suivante. Pour le chômage partiel, nous n'avons pas de nouvelles de notre demande déposée le 18. Alors, j'imagine donc que c'est le 18 mars. Alors, ne vous inquiétez pas, puisque malheureusement, ce dispositif de chômage partiel est victime de son succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 200 000 entreprises qui ont mis en œuvre ce dispositif de chômage partiel, ou en tout cas qui ont formulé une demande. Donc, j'ai énormément de clients qui m'appellent pour me dire « Maître, je n'ai pas de réponse à ma demande de chômage partiel ». L'inspection du travail est surchargée littéralement par ce flot de demandes de chômage partiel. Et je crois savoir que vous devez d'abord vous inscrire, donc remplir certains renseignements administratifs. L'inspection du travail va vous donner des codes pour que vous puissiez formaliser votre demande. Et une fois que votre demande a pu être déposée, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas de réponse sous 48 heures, c'est que votre demande de chômage partiel est autorisée, acceptée. Mais je crois qu'il y a un ralentissement, malheureusement, au stade qui précède même le dépôt de la demande, c'est au stade de l'inscription. Dans ces cas-là, tant que vous n'avez pas pu vous inscrire, pas de difficulté, vous pouvez mettre en œuvre le chômage partiel, vous faites bien une capture d'écran de la tentative d'inscription et encore une fois, ce délai de 48 heures ne courra qu'à compter du dépôt de la demande. J'espère avoir répondu à votre question sur le chômage partiel. J'ai une deuxième question qui m'est posée et qui est la suivante. Bonjour, une précision concernant le dirigeant salarié. Ah, attendez, j'ai pas le texte entier de la réponse. Voilà. Bonjour, une précision concernant le dirigeant salarié qui souhaite bénéficier du chômage partiel sous réserve des 3 conditions évoquées. Le fait qu'il n'y ait pas de cotisation sociale payée n'est pas bloquant. C'est ce que m'oppose mon expert comptable. Merci. Alors, à ma connaissance, pour bénéficier du chômage partiel, il n'y a pas de conditions relatives au paiement des cotisations sociales. En tout cas, dans le décret du 30 mars, qui a été donc publié hier, il n'y a pas de conditions de la sorte. Pour bénéficier du chômage partiel, vous devez juste justifier donc d'une réduction ou d'une suspension temporaire
de l'activité, entraînant une baisse du temps de travail de l'entreprise en dessous de la durée légale et qui est causée par des circonstances exceptionnelles. Donc, on peut considérer aujourd'hui qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas, vous, chef d'entreprise, maintenir l'activité de vos salariés, de maintenir un temps de travail à la durée de 35 heures, vous êtes éligible au chômage partiel sans qu'il y ait d'autres conditions à respecter. Donc là, je réponds à votre question en vous disant que non, cette question des cotisations sociales, contrairement à ce que indique l'expert comptable, ne me paraît pas un obstacle dirimant pour bénéficier de ce dispositif de chômage partiel. Alors, je vois que les questions se multiplient, c'est une bonne chose. J'ai une autre question qui est la suivante. Bonjour, notre convention collective impose un maintien de salaire en cas d'arrêt maladie. Ce maintien s'applique-t-il pour l'arrêt garde d'enfants? Le différentiel entre la prise en charge par la sécurité sociale et le maintien reste-t-il à la charge de l'entreprise? La réponse est oui. Quand un salarié met en œuvre l'arrêt de travail spécifique pour garde d'enfants, il va percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale comme pour n'importe quel travail. Quel arrêt de travail. Si votre convention collective prévoit un maintien de salaire à la charge de l'employeur, eh bien ce maintien de salaire devra être versé dans le cadre de cet arrêt de travail pour garde d'enfants, puisque même si c'est un arrêt de travail spécifique, ça reste un arrêt de travail. Qui dit arrêt de travail dit maintien de salaire si la convention collective le prévoit, ou même, j'irai plus loin, en l'absence de convention collective prévoyant un tel maintien. Il faut savoir que le Code du travail prévoit pour tous les salariés qui ont 1 an d'ancienneté une obligation pour l'employeur de maintenir le salaire. Donc, il y aura un reste à la charge de l'employeur à maintenir dans le cadre de ces arrêts de travail pour garde d'enfants. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Le temps que de nouvelles questions nous parviennent, je me propose maintenant de vous parler des nouvelles mesures qui ont été prises en matière de congés payés et de durée du temps de travail. Alors, pour permettre aux entreprises qui ne pouvaient pas mettre en œuvre le télétravail ou qui étaient confrontés vraiment à des salariés dont ils ne pouvaient maintenir l'activité sans dans un premier temps mettre en place le chômage partiel, le législateur a prévu la possibilité pour l'employeur d'imposer des congés payés aux salariés ou de modifier la prise de ces congés payés dans la limite de 6 jours. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce dispositif ne va pas être facile à utiliser pour les employeurs puisqu'il faut au préalable un accord collectif, un accord d'entreprise qui soit signé avec les représentants du personnel de l'entreprise. Donc, si vous, chef d'entreprise, n'avez malheureusement pas, sous la main un tel accord d'entreprise, vous ne pouvez pas imposer à vos salariés 6 jours de congés payés pour faire face à la crise sanitaire. En revanche, en l'absence de convention collective, le Code du travail prévoit actuellement qu'en cas de circonstances exceptionnelles, on y est, l'employeur peut modifier la prise des congés payés par un salarié. Je m'explique, vous avez fixé l'ordre de départ des congés payés et normalement, il faut que vous respectiez un délai de prévenance d'1 mois pour modifier ces congés payés. Eh bien, en cas de circonstances exceptionnelles, le Code du travail prévoit déjà depuis belle lurette que l'employeur peut se dispenser du respect de ce délai de prévenance d'1 mois pour modifier les départs des congés payés. Mais ceci implique que les congés payés aient d'ores et déjà été posés. Alors, j'ai une question qui concerne, alors je fais une digression pour répondre le plus rapidement possible à la question qui vient de s'afficher. Question donc qui concerne le chômage partiel. Pour des salariés travaillant sur la base de 39 heures, quelles sont les dispositions à prendre dans la paie pour les heures complémentaires? Alors, le dispositif du chômage partiel n'est prévu que pour les salariés qui, dont l'activité serait réduite en dessous de 35 heures. Si vous avez des salariés qui travaillent sur la base de 39 heures, ces salariés ont le droit à un maintien de salaire de 70% de la rémunération horaire brute, mais l'État n'indemnisera l'employeur que sur la base des heures qui ne sont pas travaillées en dessous de 35 heures. Pour les heures qui ne sont pas travaillées en dessous de 39 heures, il restera une partie à prendre en charge qui ne sera pas indemnisée pour l'employeur. Donc, voilà pour les salariés qui sont soumis au dispositif particulier des 39 heures. Retenez que
Oui, l'employeur doit maintenir 70% de la rémunération s'agissant des heures qui ne sont pas travaillées, hein, mais que l'État, lui, par contre, ne couvrira que dans la limite des heures non travaillées en dessous de 35 heures et pas en dessous de 39 heures. Voilà. J'espère avoir répondu clairement à cette question. Revenons, si vous le voulez bien, donc sur les congés payés et sur le temps de travail. Donc voilà, pour les entreprises qui bénéficient d'un accord collectif autorisant le fait d'imposer aux salariés les congés payés, eh bien, les congés payés peuvent être imposés dans la limite de 6 jours, mais moyennant un délai de prévenance, c'est-à-dire un délai d'information par l'employeur de 1 jour franc. En pratique, donc l'employeur doit informer son salarié en lui disant « Je vais t'imposer la prise de tes congés payés moyennant donc une prise de 6 jours, et je te préviens que ce dispositif va rentrer en vigueur le 1 jour franc après ma demande. » Le même dispositif a été prévu pour les jours de repos, pour poser des jours de repos, mais là c'est beaucoup plus souple. Il n'y a pas besoin d'avoir d'accord collectif permettant la prise de ces jours de repos. Pour la durée maximale du travail, alors c'est assez intéressant puisque là, des dispositions ont été prises qui bouleversent littéralement la possibilité de faire travailler les salariés pendant une durée maximale. À l'heure, peu avant cet état d'urgence sanitaire, la durée maximale quotidienne que pouvait travailler un salarié, c'était 10 heures. Aujourd'hui, pendant l'état d'urgence, les salariés peuvent travailler 12 heures maximales par jour. C'est le nouveau plafond de la durée maximale quotidienne du travail, 12 heures au lieu de 10 heures. Le repos quotidien, qui était auparavant de 11 heures, peut être réduit à 9 heures. Hein. Donc, on passe maintenant de 11 heures de repos quotidien à un repos quotidien de 9 heures, là encore pour permettre aux entreprises de se maintenir à flot. Sur la durée maximale hebdomadaire travaillée, peut-être que vous saviez qu'elle était de 48 heures juste avant cet état d'urgence sanitaire. Elle est aujourd'hui de 60 heures. Oui, vous avez bien entendu, la durée du travail peut être aujourd'hui portée à 60 heures par semaine, le temps de cet état d'urgence sanitaire. 60 heures sur une semaine, avec quand même une limite, c'est que sur une moyenne de 12 semaines, la durée hebdomadaire moyenne maximale du travail ne peut pas donc excéder 48 heures. Donc je répète, 60 heures sur une semaine. Et par contre, quand on fait la moyenne des 12 dernières semaines travaillées, cela ne doit pas excéder 48 heures. Il est également prévu une faculté de suppression du repos dominical, là encore, pour les entreprises concernées. Justement, sur le champ d'application de ces mesures relatives aux exceptions concernant la durée du travail, on attend un décret qui doit sortir et qui doit lister les entreprises qui sont éligibles à ce dispositif. Ce seront des entreprises qui travailleront dans des domaines dont on nous dit qu'ils sont particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et pour assurer la continuité de la vie économique et sociale. Donc ça recouvrera évidemment les secteurs de l'alimentaire, mais aussi de l'énergie. On attend là-dessus les dispositions qui doivent être mises en œuvre. Voilà pour le temps de travail, pour les congés payés. Dans l'attente de questions éventuelles de votre part, je me propose maintenant d'aborder le droit de retrait, mais j'ai une question qui vient d'arriver et à laquelle je vais répondre. Pour l'activité partielle, l'assiette de calcul des indemnités journalières versées aux salariés intègre-t-elle la rémunération variable? Je parle ici des commissions individuelles et non des primes collectives où seul le salaire horaire de base est pris en considération. Alors, si on regarde l'esprit du texte, c'est l'employeur doit maintenir 70% de la rémunération du salarié, et donc la rémunération doit s'analyser comme étant la rémunération fixe et la rémunération variable, mais hors prime exceptionnelle. Rémunération variable, donc là on parle ici de commission, c'est vraiment la contrepartie financière qu'on peut rattacher à l'exécution du contrat de travail. Sous cette mesure, l'on peut considérer que, effectivement, l'employeur doit maintenir l'intégralité de la rémunération variable à hauteur de 70%, mais sur une base qui comprend le salaire mensuel, le salaire fixe,
et le salaire de base. Je ne m'engage pas à 100% cette réponse puisque le texte est assez récent et sauf erreur de ma part, cette question n'est pas tranchée. Donc, moi, je fais une interprétation qui est en faveur du salarié puisqu'il y a une règle d'interprétation des textes qui indique que dans le doute, le dispositif le plus favorable doit s'appliquer pour le salarié. Il n'empêche, j'ai quand même un doute sur cette question puisque là, on parle d'un salarié qui était donc commissionné. S'il est en chômage partiel, il continue a priori de travailler un petit peu, donc à pouvoir déclencher a priori la perception de commission. Et donc, il y a lieu, à mon avis, de calculer le maintien de la rémunération sur la totalité du salaire, en tout cas le salaire fixe et le salaire variable, mais encore une fois sous réserve des interprétations ultérieures qui pourraient être livrées sur cette question. J'ai une autre question concernant le chômage partiel qui décidément suscite énormément d'interrogations et c'est bien normal. Dans le prolongement pour la prise en charge du coût de l'activité partielle par l'État, si j'ai bien compris, il est évoqué une couverture à 100%, donc il n'y a plus de plafond à 8,04 de l'heure, mais la rémunération variable est-elle prise en considération dans cette couverture? Alors, pour la rémunération variable, je le redis, il me semble, en tout cas à chaud en l'état des textes, que celle-ci fait partie de la couverture. En revanche, le salaire horaire qui est pris en compte, c'est pas une couverture à 100%, c'est à 70% de la rémunération avec un plancher qui est de 8,04 € de l'heure. C'est 8,03 pour être précis. Hein. Ça, c'est un plancher, c'est pas un plafond. Donc, en fait, quand on regarde le dispositif, l'indemnité horaire qui est versée aux salariés, elle est égale, je me répète, mais ça fait du bien de marteler les choses, elle est égale à 70% du salaire horaire brut du salarié par heure non travaillée, dans la limite de 35 heures hebdomadaires, avec un minimum donc de 8,03 € par heure non travaillée. Donc, c'est un petit peu technique, je vous prie de m'en excuser, mais il faut savoir que cette indemnité, elle est exonérée de charges sociales, puisque ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité, elle est juste soumise à la CSG et à la CRDS. En revanche, donc là, je vous parlais de l'indemnité que l'employeur verse aux salariés. En revanche, pour l'allocation d'activité, l'allocation de chômage partiel que l'État va rembourser à l'employeur, là, on est sur un maximum de 70% d'un montant qui est égal à 4,5 fois le SMIC horaire. Ce montant de 4,5 fois le SMIC horaire, c'est 31,98 €. Voilà. Donc, reste effectivement en suspens cette question de la base de calcul du salaire à maintenir dans le cadre du chômage partiel. Là encore, sous réserve des interprétations à venir, il me semble qu'en l'état de la lettre des textes, il faille prendre en compte non seulement le salaire de base du salarié, mais aussi le salaire fixe, à condition qu'il ne s'agisse pas de prime exceptionnelle, mais qu'il s'agisse de l'exécution normale du contrat de travail, c'est-à-dire un variable qui, est habituellement versé, qui est la contrepartie du travail effectué. Voilà pour la question du chômage partiel. Avant d'être sollicité pour cette question, voilà, je voulais vous faire un petit laïus sur le droit de retrait. Alors, on entend énormément de salariés ou d'employeurs qui s'inquiètent de l'exercice du droit de retrait. Je rappelle ce que c'est le droit de retrait. Le droit de retrait, c'est cette faculté pour chaque salarié qui se considère comme étant menacé dans sa santé de manière grave et immédiate, de décider de cesser unilatéralement, donc sans accord de son employeur, qui se croit autorisé à cesser son travail. Alors, vous imaginez bien qu'une telle mesure est encadrée, et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle est encadrée évidemment par les textes. Il faut justifier de 3 conditions pour qu'un salarié puisse mettre en œuvre de manière légitime son droit de retrait. Déjà, il faut que le salarié ait alerté vainement son employeur sur l'existence d'un danger menaçant. Donc, le salarié ne peut pas se permettre de se faire justice lui-même et de dire à son employeur du jour au lendemain, je quitte mon poste. Il faut que le salarié ait prévenu par écrit, donc mail, courrier, que sais-je encore, son employeur du fait qu'il envisage d'exercer son droit de retrait. Et donc, il doit d'abord, au préalable, exercer ce qu'on appelle un droit d'alerte. C'est-à-dire que le salarié doit prévenir son employeur en disant, voilà, les conditions de travail qui sont les miennes aujourd'hui, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, ne me permettent pas de préserver ma santé, et donc j'envisage d'exercer mon droit de retrait. Donc, première condition, le salarié doit informer son employeur au préalable, doit l'alerter de l'exercice de son droit de retrait. Deuxième condition, le salarié doit mettre en évidence, dans le cadre de l'exercice
de son droit de retrait de l'existence, je vous l'ai dit, d'un danger grave et immédiat. Condition cumulative, c'est pas un danger grave ou immédiat, c'est qu'il faut que le danger soit grave, d'une part. Ça veut dire quoi un danger grave? Ça veut dire qu'il faut que la santé ou la vie du salarié soit clairement menacée. Est-ce que c'est le cas dans le cadre de l'épidémie du Covid-19? Oui, on peut considérer que malheureusement ce Covid-19 présente un danger grave pour la santé de certains salariés qui pourraient être exposés au contact de la clientèle. Ce danger ne doit pas seulement être grave, il doit être imminent. C'est-à-dire qu'il faut que la menace soit immédiate, que dans le temps, elle se profile de manière vraiment très, très précise. Donc voilà, deuxième condition, danger grave et immédiat. Et troisième condition, et j'ai envie de dire que c'est la plus importante, il faut que l'employeur n'ait pas mis en œuvre toutes les mesures qui étaient préconisées par le gouvernement pour lutter contre la situation. Donc même si un salarié estime qu'il est dans le cadre de son droit de retrait parce que il pense que sa vie ou sa santé est de manière grave et immédiate menacée, eh bien, si l'employeur justifie avoir mis en œuvre toutes les mesures préconisées par le gouvernement, qui, je le rappelle, ce sont ce qu'on appelle les gestes barrières, les mesures de distanciation sociale, aménagement du poste de travail pour qu'il y ait un espace d'au moins 1 mètre entre chaque salarié, si l'employeur peut justifier avoir mis en œuvre ces mesures-là, eh bien, nous dit le gouvernement dans une réponse officielle, le gouvernement nous dit que dans ces cas-là, il n'y a pas lieu de faire valoir le droit de retrait. Donc, ça sera sous réserve de l'appréciation des tribunaux. Mais voilà, si vous, employeur, vous avez mis en œuvre toutes les mesures pour protéger vos salariés, il ne doit pas y avoir normalement d'exercice de droit de retrait. Si le droit de retrait est quand même exercé, vous pouvez considérer que c'est un droit de retrait qui est exercé de manière abusive. Et donc, cet exercice de droit de retrait peut donner lieu à retenue sur salaire et à sanction. Voilà pour le droit de retrait. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce dispositif qui, effectivement, est à la mode, si je puis dire, en ce moment, compte tenu de la situation troublée que l'on traverse tous actuellement. Alors, j'ai une question sur le chômage partiel. Mes salariés mis à disposition chez un client qui a fermé son entreprise, mes salariés sont mis à disposition chez un client qui a fermé son entreprise. Est-ce que je peux demander le chômage total pour eux tant que l'entreprise ne rouvre pas? Alors, quand on dit chômage partiel, c'est pour tous les employeurs qui n'arrivent pas à maintenir le temps de travail de leurs salariés en dessous, au niveau de 35 heures. Donc, si vous ne pouvez plus faire travailler vos salariés en dessous de 35 heures, et même plus du tout, c'est ce qu'on appelle le chômage partiel aussi au sens large. Ça sera du chômage total en l'occurrence. Mais l'hypothèse où effectivement les salariés ne sont plus occupés du tout, c'est une hypothèse évidemment qui rentre dans le cadre du chômage partiel. Je sais que le terme est impropre parce que là, il s'agit du chômage total, mais dans la loi, on ne parle que de chômage partiel. Mais en un mot, pour vous répondre clairement à votre question, oui, si effectivement vos salariés mis à disposition ne sont plus occupés par le client, vous, chef d'entreprise, vous pouvez parfaitement faire une demande de chômage partiel dans le cadre des conditions que je vous ai précisées en début de webinaire, c'est-à-dire vous avez 30 jours pour faire une demande sur le site de l'inspection du travail qui est surchargé à l'heure où je vous parle. Donc, ne vous étonnez pas de ne pas avoir une réponse tout de suite, mais si vous avez la preuve que votre demande de chômage partiel a bien été reçue par l'inspection du travail, le fait que celle-ci n'ait pas répondu dans les 48 heures, eh bien, vous devez considérer que votre demande de chômage partiel a été autorisée. Alors, ce chômage partiel donc donne lieu à une question complémentaire. Sommes-nous obligés d'adresser un courriel personnalisé à chaque salarié concerné par le chômage partiel ainsi que par le télétravail? Alors, c'est une très bonne question. On va distinguer les deux hypothèses. Donc, première hypothèse, le chômage partiel. Je dois distinguer une première sous-hypothèse pour le chômage partiel. Est-ce que l'entreprise a une institution représentative du personnel? Je parle du comité social et économique. Si l'entreprise en question est dotée d'un comité social et économique, donc c'est pour toutes les entreprises qui ont au moins 11 salariés, vous n'avez pas besoin d'informer individuellement chaque salarié. Il faut tout simplement que vous consultiez, que vous fassiez une demande d'avis au comité social et économique pour la mise en place du chômage partiel. Mais il n'y a pas besoin juridiquement d'informer individuellement chaque salarié pour le placement en chômage partiel. Si en revanche, votre entreprise n'est pas dotée d'un comité social et économique, alors dans ces conditions, je vous conseille, mais ce n'est pas pour moi une obligation juridique, c'est c'est pour éviter d'être retoqué sur ce point-là, je vous conseille alors d'informer
collectivement, hein, si vous pouvez le faire, ou individuellement. Alors collectivement, ça impliquerait de mettre un panneau dans l'entreprise, un affichage, mais bon, si par hypothèse, il n'y a plus personne sur le lieu de travail, ça va être compliqué. Donc oui, si votre entreprise n'est pas dotée d'un comité social économique, je vous recommande fortement d'informer individuellement chaque salarié de la mise en place du chômage partiel, tout simplement par un mail, hein, indiquant au salarié que son contrat de travail n'est pas rompu, qu'il est simplement suspendu dans le cadre du chômage partiel pour une durée indéterminée. Donc, vous dites à compter de la date, hein, vous fixez une date de départ. Pour la date d'expiration du chômage partiel, vous dites c'est une durée indéterminée compte tenu de l'état d'urgence sanitaire. Et voilà, vous informez donc, en l'absence de comité social et économique, chaque salarié individuellement pour la mise en place de chômage partiel. Il y avait une deuxième question s'agissant du télétravail. Pareil, alors pour le télétravail, le dispositif est extrêmement simple puisque la loi prévoit que l'employeur peut imposer le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles sans avoir besoin de l'accord du salarié. Donc, dans ces cas-là, il vous appartient juste à vous, employeur, d'informer effectivement individuellement chaque salarié de ce que vous comptez, de ce que vous souhaitez à compter de telle date, imposer aux salariés le télétravail. Le salarié ne peut pas refuser ce télétravail puisque l'employeur est pris entre deux fers, si vous le voulez, puisqu'il doit à la fois, le gouvernement lui fait injonction de continuer à maintenir au mieux son activité, et d'un autre côté, l'employeur ne peut pas risquer de mettre en danger la santé, la sécurité de ses salariés. Donc, dans ces conditions, l'employeur peut imposer, en informant individuellement chaque salarié, le télétravail pour les salariés qui ne peuvent plus travailler sur leur lieu de travail ou qui se sentent menacés. Voilà pour le chômage partiel et le télétravail. Merci pour vos petits commentaires agréables. Je voulais aussi vous faire un petit point, s'il n'y a pas d'autres questions qui arriveraient, sur justement ce fameux arrêt de travail dérogatoire qui a été mis en place pour les salariés qui doivent rentrer chez eux pour garder les enfants. Alors, cet arrêt de travail donc, est ouvert, je l'ai dit en début de webinaire, à tous les salariés, mais aussi aux indépendants, donc tous les travailleurs indépendants. Les conditions sont extrêmement simples. Il faut ne plus pouvoir travailler, même en télétravail. Alors, c'est là où il y avait une ambiguïté, mais je vais être très clair là-dessus. C'est-à-dire, cet arrêt de travail est réservé pour les salariés qui ne peuvent même plus travailler chez eux en télétravail. Alors, quid des salariés qu'on a mis en télétravail et qui doivent avoir leurs enfants dans les pattes, si je puis dire. Alors, j'ai eu un cas très intéressant d'un salarié qui était dans cette situation, son employeur lui a imposé le télétravail. Le salarié a dit « d'accord, mais je veux bénéficier de l'arrêt de travail dérogatoire pour garde d'enfants ». L'employeur a dit « non, je ne vous déclarerai pas en arrêt de travail puisque vous n'êtes pas en arrêt de travail, vous êtes en télétravail ». Eh bien, ce client en question a écrit à l'inspection du travail qui lui a fait une réponse officielle que j'ai eue en disant que si le télétravail n'était pas concrètement possible compte tenu du jeune âge de l'enfant et compte tenu du fait que le conjoint du salarié en question lui-même travaillait, eh bien, si le télétravail n'est pas concrètement possible, eh bien, le salarié a le droit à cet arrêt de travail dérogatoire. Donc, vous l'avez bien compris, il suffit juste de justifier que vous êtes contraint, vous salarié, de rester chez vous, ou vous, en tout cas, employeur, vous êtes contraint de rester chez vous, que vous ne pouvez pas travailler, on va dire, normalement. Alors, en théorie, c'est pas travailler du tout, hein, c'est ce qui est écrit dans le texte, hein. Le télétravail est impossible et donc dans ces cas-là, vous pouvez, c'est très simple, sur le site déclare.amélie, formuler une demande d'arrêt de travail pour vos salariés ou pour vous, employeurs. Alors, on me demande si cet arrêt de travail garde d'enfants est limité à 20 jours calendaires. Il est de 21 jours même pour être précis. En revanche, ces 21 jours sont renouvelables. Donc, vous pouvez le renouveler durant tout le temps que dure le confinement. D'ailleurs, pour être précis, quand ça a été mis en place le 14 mars, il me semble, c'était une durée initiale de 14 jours hein, qui a été portée il y a quelques jours à 21 jours. Donc, vous pouvez le renouveler, cet arrêt de travail pour garde d'enfants, autant de fois que, pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire. À la suite de cet arrêt de travail, une fois qu'il est expiré, évidemment, vous pouvez placer vos salariés en chômage partiel. Là-dessus, d'ailleurs, je vais me répéter, mais je voudrais que ça soit bien clair pour tout le monde. Comment est-ce qu'on articule les différents dispositifs? Alors, si le télétravail n'est pas possible pour le salarié, vous pouvez, sous réserve de l'existence d'un accord collectif, mettre le salarié en congé payé forcé, 6 jours maximum. Si c'est pas possible, arrêt de travail pour garde d'enfants. Si c'est pas possible, chômage partiel. Si le chômage partiel
est refusé, dans ces cas-là, malheureusement, se profileront les licenciements économiques. Mais vous avez bien compris, vous avez au moins 4 solutions à prioriser, à privilégier avant de recourir à cette mesure, extrême, qu'est le licenciement économique. Donc voilà, je vous ai parlé du chômage partiel, de l'arrêt de travail dérogatoire, du droit de retrait, des congés payés, de la durée du travail. Donc j'ai embrassé les principaux points que je voulais voir avec vous. Mais vous pouvez continuer évidemment à me poser votre question. D'ailleurs, je vois qu'il y en a une autre qui vient d'apparaître. Le chômage partiel s'arrête quand? Alors, aujourd'hui, on sait quand il commence. Il commence à compter donc du jour où vous mettez vos salariés, vous les informez de ce que leur contrat de travail donc est suspendu et de ce qu'ils travailleront donc moins de 35 heures. Quand est-ce qu'il s'arrête? Pour l'instant, il y a une durée indéterminée. Le texte prévoit qu'il il peut être consenti pour une durée de 12 mois. Hein. C'est ce que nous indique l'ordonnance du 25 mars 2020. Le chômage partiel peut être mis en place pendant une durée de 12 mois, mais ça pourrait être reconduit aussi. Mais pour l'instant, sachez que vous avez le temps puisque la période prévisible donc de sous-activité peut être de 12 mois maximum, nous indique le texte. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui seraient passées à la trappe? Je ne crois pas. Donc, chômage partiel, arrêt de travail, couverture donc du chômage partiel. Alors, voilà, j'ai une question qui m'a été posée, à laquelle je n'ai pas répondu, pardon. Nous avons mis 2 collaboratrices en arrêt pour garde d'enfants sur la journée du 16 mars, puis en activité partielle à compter du 17 mars, car notre entreprise a cessé son activité ce jour-là. Cela peut-il nous être reproché? Aurions-nous dû laisser ces 2 collaboratrices en arrêt garde d'enfants? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a l'arrêt de travail pour garde d'enfants qui a été fait, en fait, si vous l'avez forcément fait pour une durée que vous avez fixée, donc 15 jours, 21 jours. Vous auriez dû, là, dans ces conditions, informer la CPM, Amélie, de la fin de l'arrêt de travail pour garde d'enfants et pour la mise en place en jonction du chômage partiel. En clair, vous ne pouvez pas, cumuler les deux dispositifs. C'est-à-dire que, parce que la salariée va percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale pendant son arrêt de travail, elle ne peut pas cumuler ça avec le maintien de sa rémunération à 70%. Donc en fait, si vous décidez de mettre vos salariés en arrêt de travail pour garde d'enfants, mais que une fois que cette décision est prise et entrée en vigueur, vous voulez bénéficier du chômage partiel, il vous appartient de prévenir la CPM, donc Amélie, le service Amélie, de ce que vous souhaitez modifier l'arrêt de travail et y mettre fin pour que le chômage partiel puisse prendre le relais. La sanction si vous ne faites pas cette formalité, la sanction c'est quoi? C'est que déjà pour la salariée, elle devra rembourser les indemnités journalières qu'elle a perçues au titre de l'arrêt de travail, et vous, employeur, vous pourriez vous exposer donc à une amende pour en fait déclaration frauduleuse. Mais je pense que il y aura beaucoup de tolérance compte tenu encore une fois de la période trouble que l'on vit. Donc, je vous conseille, vous pouvez régulariser a posteriori et je pense que vous devez informer la CPM, même a posteriori, de ce que vous avez mis en place en relais de l'arrêt de travail pour garde d'enfants, un chômage partiel. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair sur ce point. Oui, vous me dites que vous avez stoppé l'arrêt au 16, donc c'est parfait. Dans ces cas-là, on ne peut pas, vous prendre à faute dans ces conditions, puisque vous n'avez pas cumulé les 2 dispositifs de chômage partiel et d'arrêt de travail pour garde d'enfants. Alors, j'ai une question qui est la suivante. Pouvez-vous me confirmer que pendant l'arrêt de travail pour garde d'enfants, les congés sont perdus? Alors, a priori, oui, les congés, en fait, sont perdus. Il y a pas de réponse très claire là-dessus. Mais comme le contrat de travail est suspendu pendant cet arrêt de travail dérogatoire, a priori, si l'on en croit les questions-réponses qui ont été formulées par le ministère du Travail, les congés payés devraient être perdus pendant ce dispositif d'arrêt de travail de garde d'enfants. Voilà, donc je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions qui concerneraient le droit du travail ou même, alors je ne veux pas empiéter sur
un prochain webinar qui aurait lieu concernant donc le droit des affaires, le droit des entreprises. Mais s'il y a des questions qui recouvrent des problématiques droit du travail, droit de l'entreprise, je peux m'y proposer d'y répondre. Je fais un petit tour d'horizon pour voir si je n'ai pas encore une fois sauté des questions. Alors, donc les 20 jours calendaires, j'y ai répondu, donc un arrêt de travail qui dure 21 jours maximum, mais renouvelable. En chômage partiel, les congés sont reportés. Alors, a priori non. Hein, les congés ne sont pas reportés, c'est ce qui a été indiqué. Mais là encore, c'est très difficile de se faire une religion en la matière, puisque le texte ne prévoit rien et il appartiendra en fait aux tribunaux s'ils sont saisis de la question ou à l'administration du travail de se positionner clairement. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises dessus, mais j'ai envie de dire que comme il y a rien qui est prévu, il n'y a pas de de dispositif exceptionnel mis en place là-dessus. Donc, malheureusement, à l'heure où je vous parle, il me semble que les congés ne sont pas reportés. Pouvez-vous nous faire passer vos coordonnées pour d'ultérieures sollicitations? Je vais vous les donner tout de suite. Hop. Et si vous avez des questions pendant ce temps-là, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Il faut quand même apaiser un petit peu les angoisses des chefs d'entreprise en cette période-là où il y a beaucoup de évidemment beaucoup de problèmes qui se bousculent tant du point de vue économique que juridique. Là, je peux vous assurer que même pour les professionnels comme nous, se mouvoir dans le magma de règles qui sont prises à la va-vite, bien sûr, il faut faire face à l'urgence, mais il y a un tel décalage entre les annonces du gouvernement et les textes qui sont votés que un chien n'y retrouverait pas ses petits. Donc, c'est assez compliqué aussi. Alors, je vous donne mes coordonnées et mon adresse mail. De toute façon, je pense que mes coordonnées pourront vous être transférées par Invest in Bordeaux. s.lodé@lodé-lavo. Ah oui, pas de problème. Voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur lesquelles vous souhaitiez m'interroger? N'hésitez pas. Je vous remercie pour encore une fois les commentaires aimables que vous mettez. Je sais que ça peut être frustrant parce que je ne peux pas toujours donner une réponse tranchée, mais je m'y garderai bien parce que nous n'avons malheureusement pas beaucoup de recul sur des textes qui ont été votés encore une fois en urgence et de manière très récente. Donc, je vous donne des réponses qui sont, fondées sur la lettre des textes, sachant que voilà, ce sont des textes tout chauds et en tout cas, moi, le guide, le conseil que je donnerais vraiment, c'est même si vous pensez, et je pense notamment à l'aide de 1 500 € là, qui va être débloquée par l'État, même si vous pensez que vous n'êtes pas complètement dans les clous, remplissez quand même le formulaire de demande pour tenter le coup. Voilà. Ah, j'ai une question sur le CSE. Comment informer le CSE de ces mesures de congés perdus? Alors, pour l'instant, si vous voulez, les procédures de consultation du CSE sont un petit peu, enrayées par l'impossibilité de se retrouver déjà physiquement. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez privilégier une information assez informelle dans le cadre des dispositifs de visioconférence. Moi, je ferai des informations écrites, des mails au CSE, ou si vous voulez absolument réunir le CSE, vous pouvez faire des visioconférences. Ce dispositif de réunion du CSE, même s'il n'est pas prévu par les textes, a été autorisé par la jurisprudence dans le cadre de crises précédentes. Alors, pas de crise sanitaire de cette ampleur, mais elle serait a fortiori applicable. Mais il a pu être jugé autrefois qu'un CSE pouvait être convoqué de manière informelle, sans respecter la procédure classique, et que la réunion puisse se faire par visioconférence quand il y a des circonstances exceptionnelles, comme celles que nous traversons malheureusement actuellement. Alors, le temps que j'ai peut-être d'autres questions, je vais vérifier sur la question des congés payés, voir s'il y a des nouvelles dispositions qui ont pu être adoptées entre hier et aujourd'hui, ou s'il y a des précisions. Alors, on va essayer de vous trouver une réponse un petit peu plus circonstanciée.
j'invite, si vous avez donc des interrogations là-dessus, il y a un guide qui est pas mal fait, qui a été mis en place par le ministère du Travail. C'est un document de questions-réponses, hein, que pourraient se poser donc salariés et employeurs sur l'état d'urgence sanitaire, sur les mesures en droit du travail. Donc, je vais essayer de vous trouver ça. Alors. Hop. Alors, j'ai une question en attendant sur la possibilité pour l'employeur de toucher aux réductions du temps de travail. Alors, là-dessus, je reprécise. Quand il s'agit, l'employeur peut imposer donc des jours de repos à son salarié, donc les RTT notamment, dans la limite de 10 jours maximum. Dans ces cas-là, le dispositif est assez souple. Il n'y a pas besoin d'accord collectif. Hein. L'employeur doit juste respecter un délai d'information du salarié de 1 jour franc. Hein. Donc 10 jours maximum de repos imposés par l'employeur. Ces repos doivent être posés dans une période qui couvre donc le début du confinement jusqu'au 31 décembre 2020. Voilà, donc là, pas besoin d'accord collectif qui autorise l'employeur à le faire. En revanche, pour les congés payés, je précise, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut un accord collectif pour permettre à l'employeur d'imposer aux salariés la prise des congés payés. Voilà, mais deux régimes distincts. D'une part, les repos, les RTT, où l'employeur peut imposer 10 jours sans aucun problème, sans accord collectif. Et par contre, de l'autre, les congés payés, limités à 6 jours. L'employeur peut imposer que 6 jours de congés payés, mais encore faut-il qu'il y ait au préalable un accord collectif qui l'autorise à poser ça. Sans avoir besoin de l'accord du CSE, non. Dans la loi, il y a juste prévu pour les congés payés, il faut juste l'autorisation d'un accord collectif. Et pour les jours de repos, il y a juste besoin d'y avoir le respect d'un délai de prévenance d'1 jour. Donc, il n'y a pas besoin, a priori, d'informer le CSE. Alors. J'essaie de trouver la réponse sur les congés payés et la report garde d'enfants. Mais en attendant, j'ai une question sur l'activité partielle. Alors, notre demande d'activité partielle a été déposée le vendredi 27 mars à 19h. Nous n'avons pas de réponse à ce jour, donc ça fait plus de 2 jours ouvrés. Peut-on considérer que la demande est validée? Alors, je vous le confirme. Si vous avez le justificatif que votre demande a été déposée donc, le 27 mars, hein, donc date du dépôt, il faut sous 48 heures, donc c'est très simple, hein, donc, un dépôt le 27 mars, 1, 2, donc ça fait plus de 48 heures que la demande a été déposée, donc vous pouvez considérer que implicitement, votre demande de chômage partiel est validée. Donc là, la réponse est très claire, oui. Si l'administration conserve un silence pendant 2 jours à compter du jour de la demande de chômage partiel, eh bien, votre demande d'autorisation de chômage partiel est tacitement, implicitement considérée comme étant validée.
je me permets oui, de revenir le temps que bien vous sûr. cherchez pour vous communiquer les dates des 2 prochaines séances, parce qu'on arrive à la fin là, de notre session. Dans tous les cas, merci beaucoup parce que vraiment c'était très très clair. Je vous en remercie. Grand merci au nom de tous nos membres parce que j'ai vu passer effectivement des messages. Donc il y a eu beaucoup de questions, donc ça montre bien qu'il y avait un réel besoin de la part de nos membres. Donc nous allons poursuivre dans cette voie. Donc j'ai vu que vous avez mis vos coordonnées, on les communiquera à nos membres. Je vous en remercie. Voilà. Donc les 2 prochaines sessions donc sont prévues vendredi prochain à 10h pour les questions liées aux droits des entreprises. Donc sur les mesures urgentes de l'État, perte d'exploitation, prévention des difficultés. Donc nous aurons le plaisir de recevoir Claire Labarrière et Bertrand Lux. Donc encore un grand merci aux avocats bordelais de leur solidarité dans ces moments difficiles, de leur Avec plaisir. contribution. Le 8 avril à 10h, ce sont les banques qui se mobilisent aussi et donc ils viendront expliquer les dispositifs qui sont mis en place et les solutions pragmatiques donc ils ont mis également en œuvre. Donc il y aura Jean-Marc G, qui est le président de Bordeaux Place Financière et Tertiaire, et Jean-Yves Dupuis, président du comité des banques de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc merci à vous, merci à ceux qui ont participé. Cette session est enregistrée, donc vous pourrez voilà, la visualiser à tout moment. Et d'ici là, d'ici les prochains rendez-vous, prenez bien soin de vous, surtout, c'est le plus important aujourd'hui. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir, bon courage.